Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grosse review de WWE SummerSlam 2023 qui s'est tenu la nuit dernière. Un show qui a été long, 4h18, c'était quand même un peu trop long, là faut reconnaître, surtout pour les Français, parce que là ça s'est fini au-delà de 6h du matin, donc il fallait avoir quand même beaucoup d'énergie pour tenir jusqu'au bout, en tout cas pour ceux qui l'ont vu en live, ce qui fut mon cas, et j'avoue que c'était pas évident, d'autant plus que voilà, il y a eu certaines choses qui ne m'ont pas aidé, on va dire, à rester éveillé. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, donc ça sera vraiment une vidéo complètement dédiée à la review de SummerSlam, ce n'est pas un morceau catch traditionnel. Je vous invite déjà, d'ores et déjà à bien vouloir liker cette vidéo au plus grand nombre, à bien vouloir aussi vous abonner à ma chaîne si vous aimez le catch, si vous aimez la VVE, si vous aimez d'autres compagnies, puisque j'en parle aussi dans mes morceaux catch. Si vous aimez le catch en général, abonnez-vous. Voilà, vous aurez mes avis, mes analyses, mes pronostics et mes reviews de pay-per-view, en tout cas les principaux pay-per-view, notamment VVE et un petit peu All Elite. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se présente. Voilà un peu pour les présentations, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter le poster de SummerSlam avec la note globale que j'ai donnée à ce pay-per-view, ainsi qu'une petite analyse. Voilà, avant de rentrer dans les détails avec les notes de chaque match, le graphique, etc., etc. Voilà, on va d'abord présenter du coup le poster avec la note globale. Le voici. Voilà, donc 3 étoiles 25, c'est la note globale que j'ai donnée à ce pay-per-view. Une note correcte pour un pay-per-view, cependant globalement décevant au regard des quelques attentes que j'en avais. Si Paul et Ricochet ont su nous offrir un beau spectacle, ainsi que Balor et Rollins, certaines décisions de booking m'ont rendu quelque peu perplexe et aigri vis-à-vis de ce pay-per-view. La fin de l'opener est assez frustrante alors que le match était de bonne facture jusque-là. Le match de MMA a montré que cette prise de risque était un pari quasiment perdu d'avance. Le Gunther contre McIntyre était voué à constituer le match of the night, mais ne l'aura finalement pas été. Balor contre Rollins ayant réussi à prendre ce titre honorifique, mais non sans une certaine gêne, celle de faire passer Balor pour un imbécile, et il en va de même pour Asuka, dont on attend encore son fameux plan, 24 heures après, dans un match également très décevant et bourré d'imperfections. Et je conclus par le main event qui vient prouver une fois de plus que la VVE est à bout de souffle concernant la storyline de la Bloodline et ne sait pas s'arrêter quand il l'aurait fallu, et que Cody aurait dû détrôner Reigns à WrestleMania 39, j'aurai l'occasion de détailler cela tout à l'heure. Et je finis avec le public qui franchement ne m'aura pas aidé à davantage apprécier ce pay-per-view. Il a fait dodo un match sur deux, et c'est quand même dingue qu'un stade de plus de 50 000 personnes m'ait paru moins sonore que le petit public, par exemple, de NXT, qu'on peut voir chaque semaine. C'est la folie. Là, ce public, franchement, c'était l'un des gros cartons jaunes que j'attribuerais à ce pay-per-view. Et voilà, maintenant, entrons dans le vif du sujet en vous présentant donc mon traditionnel graphique des notes de chacun des matchs, et ce, dans leur ordre d'apparition, du haut vers le bas. Voilà, pour le graphique, c'est parti. Voilà. Logan Paul contre Ricochet, 4 étoiles. Rhodes contre Lesnar, 3 étoiles 1 quart. Même note pour la SummerSlam Battle Royale. Rousset contre Baszler, une très faible note de 1 étoile et demie. Gunther contre McIntyre, 3,75. Balor contre Rollins, 4 étoiles 25. Pour moi, le match de la soirée. Asuka contre Belair contre Flair, 3 étoiles et demie. Et on termine avec Reigns contre Jey Uso, seulement 3 étoiles. Et oui, que s'est-il passé? Pourquoi une aussi faible note? On va détailler ça tout à l'heure. Voilà, maintenant, on va aller dans le détail de chacun des matchs, et je vais un peu analyser, vous dire ce que j'en ai pensé, comme je le fais habituellement dans chaque review de pay-per-view. Voilà, on va commencer donc par l'opener, à savoir Logan Paul contre Ricochet. Je disais donc dans ma dernière vidéo que ce serait bien d'avoir ce match en opener, et ce fut le cas. C'est une bonne idée à mon sens, même si en réalité... Bon, faut le dire. Ce choix a surtout été fait pour permettre à Logan Paul de vite prendre un avion pour être présent lors du combat de boxe de son frère Jack Paul au Texas. On a pu d'ailleurs voir après SummerSlam qu'il était bien présent aux côtés de son frère.
J'ai globalement trouvé que c'était un bon match, hein, avec de belles manœuvres hein, proposées par les deux hommes, comme on pouvait s'y attendre. J'ai été toutefois surpris par le début du match, hein, que j'ai trouvé globalement sage et pas spécialement axé sur le high flying. On a plus à ce moment-là un Logan Paul provocateur hein, qui vient embrasser sa copine tout en chambrant la danseuse, hein, Samantha Irvin, la fiancée de Ricochet, dont il a dit lors du dernier Raw qu'elle l'annoncerait hein, comme vainqueur à SummerSlam. Logan Paul fera ensuite un Power Slam à la manière de Braun Strowman, hein, histoire de rappeler que Strowman était l'ancien partenaire de Ricochet hein, jusqu'à ce qu'il se blesse. Puis nous ferons ensuite du Hulk Hogan, ou du Hulk Logan, hein, si vous préférez, tandis que Ricochet rendra hommage au Rock, hein, sa façon avec non pas un People's Elbow, mais un People's Moonsault, hein, comme le dira Corey Graves. C'est une fois sorti de cette phase de provocation de Logan Paul que la partie plus spectaculaire entrera en scène. Shooting Star, Moonsault, Crossbody, 630, et c'est juste après justement ce 630 esquivé de la part de Ricochet esquivé par Logan Paul, qu'un homme totalement inconnu et random hein, viendra donner un coup de poing américain à Logan Paul pour venir achever Ricochet avec un One Lucky Punch et s'adjuger la victoire, obligeant alors Samantha Irvin à l'annoncer comme vainqueur avec beaucoup de peine et de rage à la fois, hein, on l'a pu le voir sur TikTok, hein, voilà, ça a plutôt bien fonctionné ce passage. On commence donc ce show avec de la hit, hein. J'ai eu beaucoup de mal à pronostiquer ce match hein, de toute façon, mais j'étais quand même resté sur Ricochet car Logan Paul était ressorti fort du dernier segment qu'on a vu à Raw et je considérais ce match comme un one-shot à ce moment-là. Mais cette fin de match annonce clairement que ce n'est pas fini et qu'on aura très probablement une revanche à Payback afin, je pense, de donner une victoire compensatrice à Ricochet cette fois-ci. Un bon match dans l'ensemble, c'était propre. Logan Paul a encore super bien bossé et à nouveau su nous convaincre, hein, non seulement du point de vue in-ring, mais aussi dans sa capacité à provoquer de la hit assez facilement. Il le fait très bien, le personnage, hein, la hit, hein, ça arrive très très facilement, et même naturellement. J'aurais cependant deux critiques à formuler. La première, c'est que Logan Paul nous a vendu ce match comme étant le plus viral de l'histoire de la WWE, et très franchement, hein, après ce match, on peut dire que c'était quand même plus que survendu. Hein. Ça rappelle par exemple le greatest wrestling match ever entre Edge et Orton. C'est un peu dans le même esprit, quoi. Hein. Ou alors le plus grand match, le plus grand main event de WrestleMania ever entre Reigns et Lesnar. Hein. C'est un peu pareil. J'attendais un spot vraiment marquant hein, qui aurait pu provoquer justement le buzz. Or, je ne ressors pas un spot particulier hein, qui a su se démarquer au point de venir casser les réseaux sociaux. Non, j'en ai pas vu particulièrement. Et deuxièmement, cette fin qui laisse un goût amer, hein, qui vient quelque peu gâcher un bon match hein, jusqu'à présent. J'avais évoqué un Jake Paul ou KSI dans ma dernière vidéo, hein, j'avais comme intervenant potentiel, j'avais appris par la suite hein, que Jake Paul avait son combat de boxe hein, justement au Texas, hein, ce qui rendait sa présence à SummerSlam impossible, mais une intervention de KSI hein, restait du domaine du possible, mais finalement voilà, on aurait eu celle d'un gars assez random, hein, visiblement un mec de l'entourage de Logan Paul, ce qui n'est pas spécialement le genre d'intervention qui va rendre ce match historiquement viral, hein, et puis on sait bien que son One Lucky Punch est déjà vendu comme dévastateur à la base, comme on l'a vu hein, lors du dernier segment d'Euro. Donc un point américain n'avait pas spécialement une grande utilité ici, mais passons. Hein. Un bon match en tout cas, de belles manœuvres, pas trop de surenchère au niveau de ces manœuvres justement, un peu de storytelling autour de Samantha Irvin, un Logan Paul provocateur et un léger overbooking pour finir avec de la hit. Je pense que les deux hommes ont encore la place pour nous proposer un match encore plus spectaculaire, possiblement à Payback. J'ai donné un 4 étoiles à ce match, hein, que ça reste un bon choix d'opener pour un match solide et appliqué, qui a eu le mérite à ce moment-là d'impliquer le public un minimum, chose qu'on ne pourra hélas pas dire lors de toute ou partie du reste du show. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Le match suivant, Cody Rhodes contre Lesnar. Donc pas de stipulation pour ce match. Le dernier Raw n'aura pas permis de corriger ce qui fut pour moi une erreur. Une construction de match typique Lesnar et typique Cody, hein, j'ai envie de dire. Typique Lesnar dans la mesure où l'on a un Lesnar ultra dominateur qui s'amuse avec sa proie pendant une bonne partie du match, et un Cody en mode Cena, un super-héros qui résiste et revient incessamment dans la partie avec un courage extraordinaire hein, malgré les assauts répétés de Lesnar. Les deux seuls éléments que j'aurais appréciés sont les clins d'œil au match 1 et 2, hein, avec la protection retirée d'une part, et d'autre part la longue Kimura appliquée par Lesnar, à laquelle Cody va cette fois-ci résister, jusqu'à en appliquer une lui-même à Lesnar. Après, pour la crédibilité, j'avais un peu de mal, mais très honnêtement,
Je suis sorti du match à un moment bien précis. C'est lorsque Cody se saisit des escaliers d'acier pour venir fracasser la tête de Lesnar avec, sous les yeux de l'arbitre, hein, avant de revenir dans le ring pour porter un disaster kick et 2 Cody Cutter. Là-dessus, franchement, je n'ai absolument pas compris pourquoi Cody ne s'est pas fait disqualifier alors que c'était sous les yeux de l'arbitre et que le match ne bénéficiait d'aucune stipulation hein, pour rendre ce match justement no DQ. Absolument aucun sens. Et là, je suis désolé, j'étais déjà plus dedans, malgré les Cody Cutters qui ont suivi. Là, pour moi, c'était fini. Et évidemment, Cody va finalement s'imposer en portant 3 crossroads consécutifs hein, à Lesnar, parce que c'est Cody, c'est Cena, c'est Rocky, le super-héros à l'américaine, qui a finalement vaincu Ivan Drago hein, sous les yeux de sa mère, et va pouvoir continuer à avancer dans sa quête de titre et finir sa putain d'histoire. Bref, ce match, malgré une construction correcte, a péché par un manque d'originalité criant, hein, car on a déjà vu ce canevas de match 100 fois, et que les matchs 1 et 2 m'avaient déjà largement suffi dans cette rivalité qui n'avait que trop duré. La non-disqualification de Cody est incompréhensible et m'a totalement sorti du match. La construction du gentil héros américain me saoule au plus haut point et j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Cody wins lol, hein, et c'était le résultat attendu, mais à l'image des matchs 1 et 2, je n'irai pas plus haut qu'un 3 étoiles et un quart, tant cette rivalité était usée jusqu'à la moelle et, il faut le rappeler, hein, sans justification du turn de Lesnar 4 mois auparavant. Hein. La poignée de main et le câlin de Lesnar à Cody constituent une surprise. Hein. D'après Triple H, en tout cas c'est ce qu'il dit que ça n'était pas prévu. Bon, est-ce qu'il faut le croire ou pas, ça on n'en sait rien. Ça va en tout cas sans doute permettre à Lesnar de revenir plus tard en face la prochaine fois qu'on le verra, du moins j'imagine. De toute façon il peut être heel, twinner ou face assez facilement, hein. Mais si on ne le revoit pas avant un moment, hein, très franchement, je ne m'en porterai pas plus mal. En tout cas, ça va être intéressant de voir ce que Cody maintenant va faire. Est-ce qu'il va se diriger vers le titre intercontinental ou le titre poids lourd? Voilà, il y a quelques pistes, hein, il n'y en a pas des dizaines, hein, puisque voilà, il est rattaché à Arrow, donc on va voir ce que ça va donner. Le match suivant, la SummerSlam Battle Royale, 25 participants étaient finalement prévus, hein, comme l'a précisé LA Knight lors de sa promo de SmackDown la veille. Il était intéressant de noter hein, que seuls 24 participants avaient été indiqués lors du kick-off, hein, comme l'indique justement le visuel actuellement à l'écran, hein, ce qui laissait supposer un 25e participant surprise. Alors à la base, je pensais à Braun Strowman, hein, et lorsqu'ils nous ont montré un clip sur Edge, j'ai tout de suite pensé à lui en me disant que, comme il va célébrer ses 25 ans de carrière, bah, le fait de le faire entrer en 25e participant, bah, ça faisait totalement sens. Mais finalement, bah, je me suis complètement trompé, et ce fut Omos, hein, avec aussi le grand retour de MVP, par la même occasion. Un participant qui était bien sûr envisageable, hein, mais qui ne méritait pas, à mon sens, d'entrer comme participant surprise, alors qu'il aurait largement pu être mis sur le visuel au même titre que les autres. Hein. Et lorsqu'Omos s'approche du ring, bah là-dessus je me dis que les 24 autres participants, voilà, ils sont pas trop cons, ils vont tous avoir l'idée de se liguer contre lui, hein, pour le sortir maintenant, hein. Mais curieusement, bah, ils préfèrent en découdre directement entre eux, sans attendre l'arrivée d'Omos, hein. Une bien piètre stratégie à mon sens, hein. Mais en termes d'histoire racontée hein, dans cette bataille royale, on retrouve la feud hein, Alpha Academy contre Imperium hein, qui avait été amorcée lors du dernier Raw, avec Otis éliminé par Vinci et Kaiser, un peu trop tôt hein, malheureusement. Vinci et Kaiser éliminés par justement Gable, Nakamura éliminé par Ciampa et Ciampa éliminé par Bronson Reed, Escobar qui élimine Theory avant son match de championnat hein, pour le titre US la semaine prochaine à SmackDown, une courte reformation des Brotherweights entre Butch et Riddle pour s'en prendre à Omos avant de se faire tous les deux éliminés hein, par celui-ci, et seulement à ce moment-là, les derniers survivants qui décident enfin de se liguer pour sortir Omos, hein. Ils en auront mis du temps avant de le comprendre. Hein. Ensuite, on verra une belle combinaison à deux hein, entre le Miz et Grayson Waller hein, qui m'a symboliquement plu, hein, car les deux se sont regardés ensuite hein, comme pour montrer un possible passage de témoin entre le Miz et celui qui pourrait très bien être celui qui va lui succéder à l'avenir, tellement les deux se ressemblent hein, au niveau gimmick. C'était le Spider-Man contre Spider-Man, hein, en quelque sorte, c'était le même de Spider-Man, comme ça a été dit d'ailleurs aux commentaires. AJ éliminera Karrion Kross hein, avec un peu les kicks, hein, un choix assez logique au vu de leur feud actuel. LA Knight sera ultra popé hein, lorsqu'il va sortir Bronson Reed, hein, l'autre big guy du match, également bien mis en valeur hein, avec Omos. Kross va revenir pour contribuer à l'élimination d'AJ par Sheamus, hein, encore un spot qui fait totalement sens, et l'on se retrouve, comme je l'avais suggéré d'ailleurs dans mon dernier Manso Catch, par une finale entre LA Knight et Sheamus, hein, les deux premiers participants annoncés dans ce match initialement, et qui se sont affrontés la veille à SmackDown.
Une finale sans trop de suspense à ce moment-là, hein, et plutôt bien construite, avec sans doute une volonté de corriger le botch de la veille à SmackDown lorsque Sheamus avait glissé de la troisième corde, hein, les deux étaient tombés à l'extérieur. Et là, ils ont refait le spot, hein, avec LA Knight qui réussit sa belly to belly overhead suplex de la troisième corde, hein, avant d'éliminer Sheamus. Et ça y est, hein, notre impatience a enfin été récompensée avec cette victoire de LA Knight, hein. Certes pas très importante, mais qui va peut-être enfin permettre de le lancer vers la quête d'un titre, hein, en particulier le titre US d'Austin Theory, si celui-ci le conserve face à Escobar, hein, chose qui à mon avis risque d'arriver. Et comme je le disais, hein, lors de ma précédente vidéo, évaluer une bataille royale est une chose peu évidente, hein. Et pour ce faire, je comptais m'appuyer sur la façon dont elle serait construite, si des histoires me sont racontées, si des rivalités actuelles continuent d'avancer à l'intérieur du match, et si le choix du vainqueur était judicieux. Et force est de constater que ce point de vue, hein, ce point de vue-là, ce fut un sans faute. LA Knight est un choix de vainqueur évident, et il n'était pas question de le priver à nouveau d'une victoire après la relative frustration du Money in the Bank. Et comme j'ai pu vous le narrer, hein, dans ma description du match, les rivalités mid-card du moment ont été montrées, et on a pu avoir 2-3 moments sympas, hein, comme la courte réunion des Brotherweights et la rencontre du Miz et de Grayson Waller, hein, donnant l'impression, donc justement comme je le disais tout à l'heure, de voir deux frères jumeaux l'un en face de l'autre. Les deux big guys, Reed et Omos, auront été assez résistants dans ce match. Omos fut très protégé, hein, mais un peu moins Reed, hein, qui aurait été éliminé par le seul LA Knight et personne d'autre. Otis n'aura hélas pas fait long feu, hein, pour sa part. Malgré le sponsor Slim Jim, hein, on nous aura évité les moments cringe, hein, comme lors de la Pizza Hut Battle Royale des Survivor Series 2021. Merci Triple H pour cela. En tout cas, voilà, bon, on voit que c'est LA Knight qui est un peu le nouveau représentant de Slim Jim, hein, un peu comme l'était complètement d'ailleurs Savage à l'époque. Donc c'est une victoire pour lui, un match pour lui, sponsorisé par Slim Jim, et c'est lui qui va l'incarner, hein. Donc finalement tout faisait sens pour que LA Knight s'impose. Et donc pour l'ensemble des raisons que je viens d'invoquer, je donnerai un bon 3 étoiles 1 quart à cette bataille royale. Donc à mon sens pratiquement la meilleure note possible, hein, pour ce genre de match. Cela étant, bon, si ce match avait eu un quelconque enjeu, je serais sans doute monté à 3,5. C'est le principal reproche que je ferai à ce match, ainsi que l'entrée surprise d'Omos qui m'a semblé assez dispensable en soi. Le match suivant, Shayna Baszler contre Ronda Rousey, hein, donc dans un MMA Rules match, une stipulation qui a été annoncée finalement à Raw, hein, que je ne le savais pas à l'époque, hein, lorsque je vous ai fait mes pronostics lors de mon dernier Morceau Catch. Pour moi, c'était soit ça de toute façon, soit un fight pit, hein, donc ça paraît logique. Le tout était de savoir, hein, s'ils allaient pousser l'audace jusqu'à jusqu'à installer un octogone, mais finalement on était dans le ring avec les règles rappelées par l'arbitre, hein, pas de pinfall, pas de rope break, pas de count out. La seule façon de gagner est par KO ou par soumission. Le match va finalement être assez torché, hein, en 7 minutes 26, hein, pour être exact. Ce match peut être considéré comme un gros car crash, hein, dans ce show. Rien n'allait en tout point. J'avais quelques craintes, hein, avec ce match, car faire du MMA worké n'est déjà pas quelque chose de naturel, et faire ça devant une foule venue voir du catch à la base, c'est sacrément casse-gueule, hein. Qui plus est, la foule n'était pas investie dans cette rivalité et n'a fait que roupiller du début à la fin du match. À la limite, s'ils avaient hué, je pense que ça aurait été encore moins pire que s'ils avaient fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire roupiller, hein. L'indifférence, c'est encore pire, je pense, que le fait de critiquer ou de huer. Ce match était plus une démonstration de MMA, hein, qu'un vrai combat de MMA justement, mais ça peut pas fonctionner comme ça en fait. C'est comme par exemple quand tu joues au foot, je sais pas, avec un gosse de 5 ans, si le gamin est dans les buts, forcément tu vas pas t'amuser à lui mettre des boulets de canon, tu vas frapper tout doucement. Là c'est pareil en fait, c'est comme si on obligeait deux anciennes professionnelles du MMA à faire semblant ou à mettre le frein à main devant une foule de béotiens du MMA quoi. Sauf que le MMA c'est pas du catch. On peut pas se retenir ainsi, sinon c'est plus du MMA quoi. Alors aseptiser à tel point la discipline, ce n'est rendre service ni à la discipline elle-même, ni aux spectateurs, ni aux deux actrices en présence. Donc pour moi c'est un zéro pointé. À part le beau high kick de Shayna et le coup de genou de Ronda en plein pif de Shayna, je retiendrai strictement rien de ce match. La fausse blessure de Shayna à qui plus est coupé net le rythme d'un match déjà pas très rapide, hein, dans le seul but de rendre Shayna encore plus badass, mais à mon sens ça n'avait pas grand intérêt ici. Au final
Shayna va s'imposer avec une Kirifuda clutch sur laquelle Ronda va juste pass out sans abandonner. La bonne personne a gagné, et c'est tant mieux, mais très franchement, je suis obligé de mettre une sale note à ce match, à savoir 1,5, car ce n'est ni du catch, ni du MMA, c'est un truc hybride qu'on a passé au shaker, et qui donne cette espèce de bouillie infecte que personne n'a envie d'ingurgiter, rien n'allait, et je pense vraiment... je pense vraiment pas que les petits copains là de l'UFC maintenant qui sont un peu dans la même crèmerie soient ravis de voir un truc pareil. Je pense que les fans de catch ils vont se dire mais c'est quoi ça? C'est du MMA, on s'en fout en fait. Et les vrais fans de MMA ils vont dire non mais c'est même pas du MMA en fait, c'est de la merde. Donc en fait personne n'y trouve son compte. C'était une parodie de MMA et rien d'autre. Et c'est pas ce genre de match qui va rendre Shayna particulièrement over à mon sens. Alors qu'une feud par exemple, je pense entre elle et Rhea Ripley constituerait une perspective à mon sens très intéressante. Ripley ayant mis un terme au long règne de domination de Baszler du côté de la NXT au tout début de la pandémie, donc ça se raconterait. Bref, à ce moment-là en tout cas le public a froidi, moi aussi, et ce fut un véritable, je dirais, tournant dans ce show en matière d'ambiance. C'est dire si ce MMA Rules Match a totalement raté son pari, et j'espère ne plus revoir ça dans une compagnie de catch, notamment la VVE. Le match suivant, Drew McIntyre contre Gunther. Alors, ce banger annoncé a-t-il su répondre aux attentes? Eh bien, ma réponse, juste en partie. Juste en partie. Évidemment, on a eu un match assez brutal, avec deux colosses qui se sont bien mis sur la gueule à base de clothesline et d'atemi très appuyés. On a eu un peu de suspense avec Drew qui réussit son Claymore, mais Gunther qui arrive tout de même à se dégager, chose qui n'arrive pas souvent lorsqu'il s'agit du Claymore. Mais la fin est assez déroutante, je dirais, avec Gunther qui fera tomber Drew de la troisième corde en retombant durement sur la corde en pleine entrejambe, suivi d'un splash, d'un clothesline et d'un powerbomb de Gunther. Voilà, un bel enchaînement de Gunther pour achever Drew. Une victoire clean de chez clean, il n'y a vraiment rien à dire. Même cette chute sur l'entrejambe ne peut pas être considérée comme une tricherie, car une telle manœuvre n'a jamais été passible d'un DQ. Un match d'à peine 14 minutes, c'est la durée que j'envisageais, autour d'un quart d'heure. Mais très franchement, je reste pas mal sur ma faim, car oui, bien sûr que ce match était bon, bien sûr que ce que j'ai vu m'a plu, mais ces deux-là sont tellement capables de faire mieux que faire mieux que ça, que j'en suis ressorti frustré en fait, un peu comme Gunther contre Riddle au Money in the Bank, même si dans ce cas-là, Riddle vendait une blessure à la cheville qui pouvait justifier le manque d'aboutissement de ce match, mais là, il fait pas question de blessure, et malgré tout, j'ai pas non plus trouvé ce match hyper abouti. Ces deux-là avaient le matériel pour nous pondre l'un des tout meilleurs matchs de l'année à la VVE, mais finalement il n'en sera rien avec ce match que j'ai noté 3 étoiles 75, j'étais pas loin du 4, mais pas plus que ça. Un match qui, au lieu d'être très bon, est juste bon. Ça me frustre et j'espère que l'on aura quand même un rematch, histoire d'avoir enfin un vrai banger. Mais cette fin clean me fait douter quant à la possibilité d'un rematch. À voir maintenant ce qui va se passer. Est-ce que l'un de mes deux fantasy booking que j'avais évoqué dans mon dernier morceau catch va avoir lieu, savoir soit un heel turn de Drew sur Riddle par frustration, soit l'intégration de Dragunov au sein d'Imperium, on sait jamais, ça reste à voir. En tout cas, le record historique du Honky Tonk Man n'a jamais été aussi proche d'être battu, et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cet événement, à savoir début septembre, quelques jours après Payback. Je ressors quelque peu donc déçu et frustré de ce match, qui était celui que j'attendais le plus de tout ce show. On verra si une revanche aura lieu ou non. Le match suivant, Finn Balor contre Seth Rollins, un match qui avait le mérite d'offrir pas mal de possibilités en termes de scénario. Un Rollins, comme à son habitude, qui use de psychologie, en revêtant une veste aux mêmes couleurs et aux mêmes motifs que la tenue qu'il arborait lors de ce fameux match de SummerSlam 2016, qui hante toujours les esprits de Balor 7 ans plus tard, et qui constitue l'argument principal de ce match. Il avait même écrit Seven près de son épaule, là, un peu justement façon Seven, comme le film. Un début de match intelligemment construit, avec Balor qui va travailler le bras et l'épaule de Rollins, comme pour rappeler la blessure qu'il a lui-même subite en 2016 et qui le traumatise tant, comme si finalement Balor voulait se servir de ce match pour faire sa propre thérapie. Et évidemment, comme on pouvait s'y attendre, Balor va continuer sa thérapie justement en appliquant une powerbomb directement contre la même barricade que celle contre laquelle il s'était blessé en 2016. Là encore, l'écriture est logique et intelligente. Et après un dégagement de Balor sur un pedigree de Rollins, la foule se réveille quand même un petit peu lorsque, sans trop de surprise, Damien Priest va venir faire son apparition mallette en main, rappelant
la fin du Money in the Bank, la fin du match qu'ils avaient eu. Mais le scénario cette fois-ci bien différent avec Priest qui va frapper Rollins hein, dans le dos de l'arbitre, Balor qui va porter un pedigree, mais Rollins qui va quand même se dégager. Ripley et Dominic vont alors arriver à la demande de Priest hein, pour venir distraire l'arbitre. Priest lui glisse alors à Balor sa mallette, invitant Balor à s'en servir hein, pendant que l'arbitre a le dos tourné, mais Balor refuse hein, car il dit à Priest qu'ils avaient déjà un plan A et qu'il ne veut pas modifier ce plan A. Balor arrive alors à éviter une charge de Rollins, Priest prend tout hein, derrière, Balor tente un roll-up mais ne parvient pas à le compléter, Rollins lui porte un curb stomp, mais Balor arrive tout de même à se dégager, hein, la surprise générale. Balor arrive à reprendre l'avantage hein, grâce aux perturbations extérieures de Priest et de Dominic. Il réussit son coup de grâce. Hein. Là-dessus, alors franchement, je suis quasi sûr que Balor va gagner. Mais non, dégagement de Rollins. Hein. Là encore, c'est une surprise. Là-dessus, Balor regarde Priest hein, qui décide alors de faire le tour du ring et de changer de tactique. Il pose la mallette hein, dans un coin du ring. Est-ce que c'est fait de façon finalement à aider Balor ou pas? Hein, on peut se poser la question. Et en tout cas, il vient distraire l'arbitre, Priest, donc il fait son job. Mais Balor tarde trop à venir saisir la mallette et Rollins vient le cueillir avec un curb stomp sur cette même mallette pour s'imposer. La tête de Priest en dit long hein, sur son état d'esprit à l'issue de ce match. Moi aussi, j'avoue que j'ai fait un peu la même tête, car évidemment, hein, c'était pas le pronostic que j'avais fait, hein, me semblant être le bon moment pour Balor pour enfin rectifier cette injustice hein, d'il y a 7 ans en lui donnant ce run de champion suprême hein, qu'il n'a jamais pu avoir hein, dans le main roster, et le fait d'insister comme ça en donnant un nouveau title shot à Balor, bah, ça me laissait penser qu'ils allaient cette fois-ci procéder à ce changement de titre. Du coup, bah, à l'issue de ce match, bah, j'étais pas, j'irais, des plus satisfaits par ce shot booking. L'overbooking final ne m'a pas dérangé en soi, hein, pas plus que ça, car il sert la storyline du Judgment Day, hein, comme cela pouvait servir la storyline de la Bloodline hein, ces derniers mois lors des gros matchs. On y voit un Priest qui continue de respecter son serment hein, en la jouant en collectif et en faisant tout pour favoriser Balor et l'aider à prendre ce titre. Sauf qu'au final, bah, la première fois, Balor refuse de tricher car il veut gagner à la loyale et rester sur son fameux plan A, et la seconde fois, bah finalement, il se décide à se saisir de la mallette hein, comme arme, sauf que bah il n'est pas assez prompt pour le faire, et se fait contrer pour essuyer une nouvelle défaite en pay-per-view. Hein. Ce qui m'embête un peu, en tout cas, c'est malgré l'intérêt que cela peut constituer pour les prochains Raw, on fait quand même pas mal passer Balor pour un idiot ici, incapable de tenir sa ligne de conduite, hein, et lorsqu'il en change, bah, malgré toute la bonne volonté de Priest, bah, il arrive tout de même à se foirer lamentablement. Alors à moins que l'écriture soit que il a disposé la mallette Priest de façon à ce que Balor n'ait pas le temps de la prendre, ça aussi peut être aussi notre interprétation, à voir. En tout cas, est-ce que ce scénario qu'on a vu va dans le sens d'une éviction pure et simple de Balor du Judgment Day comme il l'avait fait pour Edge il fut un temps, en mode maillon faible? Ou bien finirons-nous tout de même avec un Balor champion, hein, au risque de vite déchanter, avec Priest qui pourrait par exemple cacher directement sur lui, hein, rendant alors le règne de Balor encore plus court que son règne universel, hein, pourquoi pas, c'est la grande question. Et en termes de scénario, on peut avoir des choses intéressantes, hein, mais c'est pas le problème pour moi, c'est juste la façon dont Balor passe pour un con qui me gêne ici, le reste me paraissant globalement bien écrit et captivant pour la suite. J'ai donc donné la note de 4 étoiles et quart à ce match globalement bien écrit, intelligemment raconté par rapport aux références à 2016, avec du bon catch, du suspense, un public qui a retrouvé quelque peu de sa verve et une phase finale d'overbooking pas indigeste à mon sens et qui donne envie de suivre les prochaines weekly, malgré ma relative frustration hein, de ne pas voir Balor enfin couronné, hein, car il me semblait que c'était le bon moment pour le faire et que les tensions entre Priest et Balor pouvaient continuer de la même manière avec un Balor champion. C'est donc dommage de ne pas l'avoir fait ici. Alors, oseront-ils un match 3 entre Balor et Rollins à Payback, avec cette fois-ci, par exemple, le Judgment Day entier banni du ring, Balor prétendant qu'il sait qu'il peut battre Rollins par lui-même et enfin vaincre ces vieux démons, hein, pourquoi pas, c'est pas impossible, et sans oublier hein, l'éventuelle implication de JD McDonough qui se fait toujours attendre et qui a posté sur Twitter d'ailleurs que Balor méritait mieux que ça. Donc on verra bien. En tout cas, ce Balor contre Rollins, c'est le meilleur match hein, qu'ils aient fait l'un contre l'autre, à mon sens. Et c'était justement ce que j'attendais de ces deux hommes hein, lors de ce pay-per-view. Meilleur match hein, donc de ce SummerSlam, à mon sens. Attention tout de même aux quelques trous d'air hein, de Rollins au niveau de son selling au bras. Hein. C'est quelque peu dommageable. Le match suivant, Asuka
contre Charlotte Flair, contre Bianca Belair, hein, pour le titre, le Women's Championship détenu par Asuka. Un match que j'attendais quand même pas mal au vu des 3-4 choses en place, et ce malgré un build-up loin d'être au top, hein, sans compter la menace Io Sky qui planait et qui rendait l'identité de la future championne hyper incertaine. Et j'avais aussi une certaine hype, hein, du fait que Asuka, lors de son vidéo package, hein, la veille à SmackDown, disait qu'elle avait un plan. Et sachant, en plus, que Kairi Sane avait posté un emoji avec une horloge quelques jours auparavant, et que le soir même du pay-per-view, on a appris qu'elle allait signer chez VVE incessamment sous peu, eh ben, forcément, ça a laissé entendre qu'il allait avoir quelque chose d'intéressant pour la fin du match. Alors, est-ce que c'est arrivé? Ben, on va en parler. Franchement, voilà, on va pas tourner autour du pot, hein. Ce match, pour moi, fut l'une des grosses déceptions de la soirée. Quelque chose n'a pas fonctionné. Voilà, tout simplement. On a vu de nombreuses imprécisions, en particulier de la part de Flair, avec ses big boots là, bien loin du visage de ses adversaires, un double natural selection, hein, loin d'être parfait, un selling du DDT d'Asuka en mode galipette, un moonsault à l'extérieur, à côté, hein, complètement à côté de Belair, sans compter son malheureux problème de garde-robe qui a totalement coupé le match, hein, dans son élan, alors que Belair et Asuka attendaient sagement dans le coin. Et bravo d'ailleurs à Asuka au passage d'avoir su improviser en portant une Asuka Lock à Belair en attendant que l'arbitre finisse de rhabiller Charlotte, hein. Belair de son côté m'a paru aussi assez perturbé, hein, en retard sur certains spots, ou en prenant 3 heures à appliquer son combo là, DDT Neckbreaker. Au final, seul Asuka m'a paru être au niveau, hein, dans ce match, et un match que j'ai trouvé bien trop chorégraphié, hein, avec certaines qui attendaient que les autres arrivent pour faire leur manœuvre. Un grand manque de naturel et de fluidité qui m'a vraiment pas mal sorti du match, même si il ne faut pas non plus tout jeter, hein, dans ce match, hein, car on a tout de même vu de bonnes choses, et heureusement d'ailleurs, hein, car on a quand même affaire à 3 des meilleures performeuses à la VVE. J'avoue que la fausse blessure de Belair m'a totalement floué, car j'ai marché à fond dans la feinte, probablement à cause du bruit, hein, entendu lorsque le genou de Belair a percuté les escaliers à l'extérieur, hein, c'était quand même assez impressionnant, et le fait que les médecins arrivent et qu'elle ait quitté le match en boitant, ça m'a vraiment fait croire que c'était terminé, jusqu'à la voir rester non loin du ring. Là, à ce moment-là, j'ai quand même senti que finalement, elle reviendrait, hein, pour un autre move chorégraphié d'ailleurs, avec Charlotte, hein, qui portait son figure 8 sur Asuka et qui attendait évidemment que Belair daigne bien monter sur la 3e corde, hein, pour porter son 450 splash sur Flair. On comprendra plus tard d'ailleurs l'utilité de ce work à la jambe, mais le fait de vouloir à nouveau portrayer Belair comme une Sina au féminin, une super Bianca qui revient au courage sans jamais abandonner, hein, c'était clairement pas nécessaire dans ce match à mon sens, hein, d'autant plus qu'on sait déjà que Belair est comme ça de façon générale, hein. Donc c'est bon, on a compris. Flair tente de capitaliser d'ailleurs sur ce genou blessé, donc en portant un figure 4, suivi donc d'un figure 8, jusqu'à ce qu'Asuka vienne mister le visage de Flair, hein, qui avait la tête en bas, avant de tenter un kick sur Belair, sauf que Belair elle évite le coup de pied, avant de clouer Asuka avec un roll-up. Voilà, là pour moi c'est la grosse clim, un résultat, je dirais, hautement improbable, avec la victoire de Belair qui était pour moi la dernière à pouvoir remporter ce match. Belair wins LOL, la Sina au féminin a encore frappé, quoi. Alors malgré la blessure, malgré la douleur, elle a réussi tout de même à surmonter l'adversité et à se couvrir de gloire. Voilà, j'étais franchement dégoûté de ce choix de booking à ce moment-là, hein, d'autant plus que très franchement, autant je parlais tout à l'heure de Balor qui passe pour un idiot, mais qu'en est-il d'Asuka dans ce finish? Parce que non seulement elle se fait piéger comme une bleue, mais surtout son fameux plan, hein, qu'elle nous avait promis la veille a juste été inexistant ici, hein. Alors c'était quoi son plan en fait? Bah on le saura sans doute jamais. Le fait de mister Charlotte pendant son figure 8. Mais alors si c'est ça, bah comment est-ce qu'elle comptait s'en sortir pour se débarrasser de Belair alors? C'était quoi son plan? Comptait-elle se faire aider de Kairi Sane dans le cadre d'une reformation des Kabuki Warriors? Bref, ce finish pose de nombreuses questions et j'aime pas être pris pour un con dans cette histoire. La meuf nous promet un plan, alors essaye au moins de nous le montrer, hein, que celui-ci soit réussi ou non. Là, on m'a juste rien, on n'a rien de chez rien. Et c'est ça aussi qui me frustre et qui me rend Asuka à nouveau comme la cocu de l'histoire. Et en plus, c'est elle qui prend le pin, quoi. La totale pour elle, quoi. Quant au Kashin d'Io Sky qui va suivre, il permettra de mieux comprendre la fausse blessure au genou de Belair, hein, puisque Sky va frapper Belair au genou avec sa mallette avant de l'achever avec son moonsault.
Je suis très content pour Sky et content pour que son cash-in n'ait pas été foiré par Bayley qui finalement aura parfaitement joué le jeu pour permettre à Sky de cacher à l'image un peu de Priest qui essayait d'aider Balor à l'emporter, mais pas avec le même succès à l'arrivée. Et évidemment la symbolique de couronner Io Sky un an après les débuts de Damage Control à SummerSlam 2022, ce qui a d'ailleurs permis de revoir Dakota Kai, même si elle n'est pas près de revenir sur les rings, il va falloir attendre 2024, mais le moment fut sympa. Même si voilà, je prêche pour le split du trio depuis bien longtemps. Comme le veut la tradition, normalement Belair va avoir le droit, je pense, à un rematch pour le titre face à Sky, avec possiblement Flair, vu qu'elle a été protégée dans la défaite. Mais si c'est pour avoir ça, j'espère très franchement que le fait de donner le titre à Belair ne serait-ce que quelques minutes avant de se faire cacher par Sky, que ce truc-là n'aura d'utilité que si Belair tourne heel à court terme, chose que je réclame depuis des mois et des mois à présent, car ici on a une autoroute pour avoir une Belair à nouveau en mode frustré, qui n'a pas accepté de perdre ce titre aussi rapidement, et ce en raison d'une blessure au genou, quelque peu injuste pour elle. Donc si le but de la manœuvre c'est un turn, alors j'adhérerais davantage au choix qui a été fait en donnant la victoire à Belair dans ce freeway, mais si le scénario est tout autre et nous conduit seulement à voir une Belair en mode Cena, en mode Cody, courageuse, qui connaît des hauts et des bas, mais qui ne renonce jamais à se confronter à l'adversité jusqu'à finir par l'emporter à la fin, alors là franchement je serais farouchement opposé à ce choix de booking dans ce triple threat. Donc on va dire que je suis pour le moment dans l'attente par rapport à ce choix de victoire de Belair, mais que je suis content sinon pour Sky d'un autre côté. On pourra dire aussi que la défaite surprise de Sky face à Zelina Vega la veille à SmackDown me laissait penser que c'était un écran de fumée pour que Sky prenne finalement le titre le lendemain à SummerSlam, et j'ai eu raison au final. Vega aurait d'ailleurs toute légitimité à demander un title shot, ce serait logique en tout cas, vu qu'elle a battu déjà Sky, et la reformation des Kabuki Warriors me semble fort probable à mon avis, si c'est le cas, elles vont forcément reprendre les titres tag, ça c'est inévitable. Donc 3,5 pour moi, au final, pour ce triple threat fort décevant, sympa par moment, mais bourré d'imperfections, qui rend ce match frustrant, alors qu'il avait la capacité d'être l'un des tout meilleurs matchs de la VVE cette année. C'est vraiment dommage, sans oublier un public qui, à nouveau, amorphe, qui décidément semble peiner à s'intéresser au catch féminin, un sujet qui mériterait d'ailleurs un vrai débat, car c'est clairement d'actualité, notamment lorsqu'on a vu toute cette polémique autour de ce qui se passe actuellement du côté de la EW. Et on finit avec évidemment le gros main event de ce pay-per-view, à savoir le Roman Reigns contre Jey Uso dans un tribal combat. 3 étoiles pour ce match. Ça annonce déjà, je dirais, la couleur de ce que j'en ai pensé, à savoir que je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué des matchs de Reigns. C'est toujours les mêmes matchs. Ça dure 3 plombes. Sur un rythme de sénateur, hyper barbant. Surtout quand il est 6h du matin et que tu es en train de mater le show en live. Les ficelles sont toujours les mêmes. On se fait chier. Le public aussi. On sent que le public aussi est fatigué après un show aussi long. Et vu la stipulation, en plus, je m'attendais à minima à quelque chose de bien plus personnalisé autour de la culture samoane, avec, je sais pas, la déco qui va avec, les fleurs, voire avec l'apparition d'éminents membres de la famille, tels que Afa, Sika ou Rikishi. Mais rien de tout ça ici, c'est juste un match no DQ, voilà, avec des accessoires ultra classiques, minimum syndical, voilà, des accessoires tels que des tables, des chaises ou des kendo sticks, voilà, c'est tout. Jay arrive à dominer le début, Paul Heyman en fait des caisses, Reigns prend tout son temps, voilà, il marche, il se pavane, pendant que moi, je ronfle, en attendant les interventions de Solo et de Jimmy, qui sont cousus de fil blanc de toute façon. Parfois j'ouvre un œil, lorsque j'entends une table se péter, ou un coup de chaise être donné. On part finalement dans le public, une table est miraculeusement disposée là en plein dans le public. Solo intervient alors, voilà la surprise générale évidemment, pour porter un spinning solo sur Jay directement sur la table. On revient alors autour du ring, Reigns donne ses consignes à Solo, mais on aura la Misco évidemment avec le Spike and Spear qui va échouer, Jay qui esquive le tout, et Reigns qui porte alors le Spear à Solo par erreur. Les tensions sont alors affichées entre Solo et Reigns, mais évidemment Solo ne tournerait pas sur Reigns dans ce match, on nous le réserve pour plus tard, et c'est ce qu'il fallait faire. Cette confusion va permettre à Jay de porter un Spear à Reigns contre la barricade qui va s'écrouler, un spot qu'on a vu venir à des kilomètres.
Il arrive aussi à porter un splash à Solo sur la table des commentateurs qui va s'écrouler, histoire de se venger de ce qui était arrivé à Jimmy de la même façon avant de finir à l'hôpital. Jay ramène Reigns dans le ring, il porte un spear et un splash. Donc ça y est, Jay va gagner, ça y est, il va le faire. L'exploit est en marche. Mais non, bien sûr, l'inévitable homme à capuche débarque. Mais non, ce n'est pas Ilya Dragunov, pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente. C'est bien Jimmy Uso, que tout le monde évidemment avait reconnu. L'incompréhension est totale. Jay finit alors spiré contre la table pour la victoire de Reigns, tandis que Jimmy va se casser par la rampe d'entrée. La hit est absolument totale, la clim est d'envergure, et once again, Reigns wins, lol. Voilà, ça n'a pas été Logan Paul, ça n'a pas été Kevin Owens, ça n'a pas été Sami Zayn, ça n'a pas été Cody Rhodes, et bien ça ne sera pas non plus Jey Uso qui fera tomber Roman Reigns de son trône. Évidemment, le résultat en soi, il est sans surprise, il était juste inenvisageable que Jay l'emporte, mais c'est surtout pour moi la manière qui est contestable et qui forcément a fait bouillir les fans sur Cage Match ou bien les réseaux sociaux, quoi. La trahison de Jimmy, c'était un fantasy booking que j'avais pas mal vu circuler, mais très franchement, va falloir se lever de très bonne heure pour pouvoir nous faire avaler la pilule lors des explications de Jimmy au prochain SmackDown, car très franchement, ça n'a strictement aucun sens, franchement. Le même Jimmy qui s'était finalement retourné contre Reigns à Night of Champions, le même Jimmy que Jay a finalement rallié pour s'en prendre à son tour à Roman Reigns et lancer le match pour le Money in the Bank. Bref, même si les dernières semaines ont pas mal montré que Heyman avait insisté auprès de Jay en disant que tout était de sa faute et que même Jimmy ne lui pardonnerait jamais, va falloir être très convaincant pour que l'on arrive à y croire. Mais très franchement, au point où on en est aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que, quelles que soient les explications de Jimmy, pour moi c'est trop tard. Je suis en train de décrocher totalement de cette histoire qui était pourtant là merveilleuse et la meilleure chose qui soit arrivée à la WWE depuis des décennies. Mais là, en direct, j'ai vraiment eu cette impression que la WWE était en train d'avoir peur. La peur de la mort, voilà, tout simplement, la peur de la page blanche, de ce qui allait se passer après la fin de l'histoire, la peur de finir cette storyline qui leur a apporté tant de joie et de succès sur tous les points, mais raison pour laquelle ils n'ont pas voulu justement donner le titre à Cody à WrestleMania 39, ils ont peur, ils veulent prolonger cette histoire aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que toutes les combinaisons de matchs aient lieu, jusqu'à ce que tout le monde trahisse tout le monde, et jusqu'à ce que tout le monde se rabiboche. Voilà la réalité des choses. Même si la cohérence est complètement pétée en deux, on s'en fout. Voilà, on se fait la gueule, on se rabiboche, on se frappe, et on se fait des câlins. On s'en fout, voilà. Et c'est comme ça maintenant que ça va se passer, quoi. La perspective de faire une feud Jay contre Jimmy, elle était encore inexplorée. Alors ils ont foncé tête baissée dans ce projet fou, quelles qu'en soient les conséquences, en se disant que ce serait forcément génial d'avoir un Jay contre Jimmy à Payback. Le solo contre Reigns, ça attendra. Et à ce rythme-là, ils vont sûrement arriver à aller jusqu'à WrestleMania 40, à force de tuer sur le fil de cette façon. Jumping the Shark, comme je le titrais dans ma vignette. Oui, la WWE est totalement à bout de souffle dans la narration de cette histoire, et ce turn de Jimmy et la goutte d'eau qui est en train de faire déborder un vase déjà rempli à ras-bord depuis la défaite de Cody à WrestleMania. Désolé de me répéter, mais une fois encore, le scénario de ce match me conforte une fois de plus que Cody aurait dû prendre le titre à Reigns à Mania, car nous sommes dans une situation où le titre universel est totalement pris en otage, rendu aussi secondaire, je dirais, que le feu titre 24/7, dans une histoire qui devient de plus en plus loufoque et tournant uniquement autour d'une seule chose, celle de la convoitée place de chef de tribu. Alors, raconte-nous ce que tu veux, Jimmy, SmackDown, que peut-être que Paul Heyman avait raison, que le collier est monté à la tête de Jay, qu'il a jamais eu droit, lui, Jimmy, à un title shot face à Reigns, contrairement à Jay, qui n'a pas eu moins que 3 tentatives en 3 ans. Raconte-nous que tu es jaloux, ou peu importe, que tu aurais dû être le main event Jimmy Uso avant ton frère, si tu n'avais pas été blessé, et patati et patata. Mais cette histoire ne que trop durer, et nous sommes maintenant rendus à partir vers un espèce de spin-off là de la série Bloodline, qui va uniquement tourner maintenant autour de la fratrie Uso, voilà, avec Reigns qui va pouvoir se reposer tranquillement. Vous avez adoré la série Bloodline? Eh ben vous adorez la série Blood Brothers, voilà, ou Frères de sang, si vous préférez, de
de spin-off en spin-off. Hein. Tout ce que nous avons adoré est en train de s'étioler et de partir en cacahuète. Voilà, bah, quelle tristesse de devoir cracher sur ce qu'on a tant aimé. Finalement, ce n'est pas que Jimmy qui a tourné. Ce sont tous les fans qui ont tourné. Tous ceux qui ont aimé cette storyline, cette série Bloodline là, comportait 5 saisons de très bonne qualité, mais cette saison 6 est la saison de trop, celle qu'il faut faire par simple fan service, par pure fainéantise, sans trop faire d'efforts, en se disant juste que si ça a fonctionné pendant 5 saisons, bah à la 6e forcément, bah va fonctionner aussi, hein, évidemment. Hein. Eh bien non. Non, non, non la WWE, non, non et non. Nous ne sommes pas des pantins. Nous avons aussi le droit d'avoir des émotions. Et ces émotions peuvent aussi bien être positives que négatives. Et si nous rageons en masse contre ce qui vient de se passer hier, ben, ce n'est pas pour le plaisir de rager. C'est juste parce que vous avez dépassé, à mon sens, la ligne jaune et atteint un point de non-retour. Nous sommes tous fatigués. Nous voulons que Reigns perde son titre. Nous voulons finir cette storyline dignement, avec le sourire et les larmes, et non dans la rage et le sang. Voilà. Quel dommage, mais quel dommage, c'est tout ce que j'ai à dire. Jamais, pour moi, l'expression jumping the shark n'aurait été plus appropriée pour désigner ce qui est en train de se passer. C'est vraiment triste d'en arriver là. Je finirai tout de même, allez, par une remarque positive. Hein, on n'a pas eu de rêve bump dans ce match. Hein, voilà, enfin, j'ai envie de dire. Hein, ça fait bien maigre comme point positif, mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Mais je finis quand même. Je ne vais pas, comme certains le font, beaucoup le font même, je ne vais pas complètement descendre ce pay-per-view juste parce que la fin m'a pas plu. Faut quand même revenir, regarder un coup dans le rétro, mettre un coup dans le rétro, un coup d'œil dans le rétro et voir quand même il y a eu des bonnes choses. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai comme donné un 3 étoiles écart, c'est pas mal. Mais ça sera pas dans le podium des meilleurs pay-per-view de l'année, hein. Ça je peux déjà vous le dire. Ce sera pas dans les pires, mais ce sera pas dans les meilleurs. Voilà, ça finira dans le ventre mou. Et malheureusement encore, hein, c'est un peu pareil l'année dernière, encore une édition de SummerSlam qui me laisse un peu sur ma faim. Hein. J'avais déjà pas trop aimé le main event entre Lesnar et Reigns l'année dernière. Bah là, pour moi là c'est encore pire parce que là j'en ai marre de ces matchs. Les matchs de Reigns, je n'en peux plus et c'est beaucoup trop long, 36 minutes, c'est de la folie pure. Voilà donc pour la review complète de SummerSlam 2023. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, 3/4 d'heure. Format relativement court, j'espère que vous m'écouterez au plus grand nombre. Normalement la prochaine vidéo ce sera le retour du morceau catch, ce sera normalement le dimanche 27 août, juste avant la reprise pour ma part, et ce sera moins d'une semaine avant Payback, justement, le prochain pay-per-view, avec forcément de la vengeance, de la revanche dans l'air par rapport à certaines choses qui se sont déroulées à SummerSlam, comme son nom l'indique. Donc on verra, on reparlera de ce qui s'est passé un peu vite fait dans le build-up, et si ce qui se passe au niveau de la Bloodline m'intéresse davantage, si les justifications de Jimmy vont un petit peu me remettre dedans, mais j'en doute fort. Passez de très bonnes vacances, ou alors bon courage si vous êtes déjà au travail. Portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch! Et zéro!